L'investissement multilogement. Dans l'interview qui va suivre, vous allez voir Maxime, qui est un jeune investisseur, qui se pose plein de questions sur comment réussir son parcours d'investisseur immobilier ici au Québec. J'ai voulu lui apporter des réponses afin de l'aider un peu à définir sa stratégie, définir sa cible et aussi savoir comment éviter certains pièges. Dans cette interview, on parlera de est-ce qu'il faut faire gérer son bien ou pas. On parlera de comment débuter un investissement multilogement. On parlera de quels sont les montants requis pour investir en multilogement. Et on parlera aussi de à partir de combien de logements on est en mesure d'atteindre l'indépendance financière grâce à l'investissement immobilier. Salut Riel. Salut Maxime. Tu peux m'expliquer comment vivre de l'immobilier aujourd'hui, en 2021? Ah, c'est une belle question. Ce qui est cool avec l'immobilier, c'est que tu peux, si tu t'organises bien, mettre en place des systèmes qui font que ce sera des revenus passifs. Revenus passifs dans le sens où tu n'auras pas besoin d'être présent pour les générer. Et dès que tu arrives à créer un système où est-ce que tu peux générer de l'argent sans avoir à échanger ton temps ou ta présence, là, tu peux commencer à avoir un système où est-ce que tu peux vivre de ce système-là. L'immobilier, c'est exactement ça. À partir du moment où tu es en mesure d'avoir un système qui est en place pour générer assez de revenus sans que tu n'aies besoin d'être présent physiquement et sans que tu aies besoin d'aller travailler pour générer ce revenu-là, tu peux vivre de l'immobilier. Donc, c'est un peu ce que je dis actuellement, on va dire. Pour toi, à partir de combien on peut en vivre décemment et qu'on puisse quitter notre emploi? En fait, il y a deux parties dans ta question. Il y a le combien, puis le quitter l'emploi. Je vais commencer par quitter l'emploi. Une chose que je veux absolument dire à tout le monde, c'est qu'on ne quitte pas son emploi pour l'immobilier. Ou tout au moins, ce serait dommage de le faire parce que vous allez vous rendre la vie encore plus difficile. Ce qui est beau quand on a un emploi, c'est qu'on a des revenus qui sont stables. Et quand tes revenus sont stables, t'es peine que bon. La banque veut te prêter de l'argent. Je parle souvent de l'ABC du financement, c'est-à-dire l'argent, le bureau de crédit et la capacité d'emprunt, qui sont les trois piliers pour avoir du financement. Et sans financement, il n'y a pas d'immobilier. Donc, si vous voulez de l'immobilier, il faut du financement. Si vous voulez du financement, il faut l'ABC. Et le C, c'est la capacité d'emprunt. Et pour avoir une capacité d'emprunt, il faut avoir des revenus. Donc, l'idée de quitter son emploi du jour au lendemain pour se lancer dans l'immobilier, c'est une connerie. Il y a pas mal de groupes qui parlent de ça. Moi, je suis pas dans cette logique-là. J'ai gardé mon emploi pendant très longtemps. J'ai pris le temps de monter un beau parc, de faire des belles opérations avant de quitter mon emploi. La chose absolument à savoir, c'est qu'on ne se jette pas dans l'oubli, il faut avoir un plan. Donc, quitter son emploi du jour au lendemain, c'est pas la bonne approche. Par contre, ce que je dirais, c'est que dès que vous commencez à générer assez de revenus pour plus ou moins remplacer la moitié de ce que vous générez d'un produit emploi régulier, ça vaut la peine. Parce que dans la réalité des faits, l'immobilier, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps quand c'est bien organisé. Et donc, la manière dont moi je le vois, c'est de dire, si je fais 100 000 avec mon emploi et que ça prend 40 heures par semaine, et qu'avec 20 heures par semaine, je peux générer 50 000, alors là, je quitte mon emploi parce qu'à la fin de la journée, pour moi, c'est la même chose. Mais surtout que, côté immobilier, je sais que je pourrais augmenter ce 50 000 à 100 000 rapidement, sans forcément arriver à 40 heures. Donc, c'est un peu comme ça que je le regarde. Donc, par rapport à combien, la question de combien, c'est vraiment personnel. Moi, je roule en Ferrari, j'ai un jet privé. Non, je rigole. Je suis quelqu'un d'assez modeste. Je suis propriétaire de ma résidence. J'ai une business de Airbnb qui paie entièrement la résidence, donc j'ai pas de dépenses de résidence en tant que telle. Je paye pas de loyer, je paye pas de crédit immobilier parce que c'est couvert par mes revenus. En général, c'est la plus grosse dépense, hein. C'est ton revenu, c'est ton logement. En dehors de ça, je bouge, je consomme, on achète de la nourriture, on fait les courses. J'ai l'école de mes enfants, mais on est au Canada, donc il y a pas mal de choses qui sont couvertes par le gouvernement. Tu vis normalement. Ultimement, je suis quelqu'un qui vit quand même normalement, j'ai pas des grosses dépenses. Les plus grosses dépenses, c'est les vacances. Quand je bouge, moi, quand je rentre en Afrique, c'est 2 000 $ par billet d'avion, hein, donc c'est moi, ma femme, mon fils et ma fille. Ça fait 10 000, c'est un down payment, c'est la mise de fonds pour acheter un appartement. Donc, en dehors de ça, honnêtement, j'ai pas beaucoup de dépenses, ce qui fait que avec très peu, je peux vivre de l'immobilier. Mais c'est quelque chose qui est personnel. La question que tu dois poser, c'est, en fonction du train de vie que tu vas avoir demain, il faut combien pour vivre de l'immobilier? C'est-à-dire, si tu vas aller vivre au Portugal, dans une belle villa que tu auras payé cash pendant que tu travailles, on s'entend que ton niveau de vie va être assez bas. Tu auras à payer les tapas de temps en temps, tapas, c'est espagnol. Tu auras payé du porto de temps en temps, mais ultimement, tu n'auras pas beaucoup de dépenses. Si tu décides d'aller vivre en Afrique, ça va être la même chose. Ton coût de vie va être beaucoup plus bas. Par contre, si tu décides de vivre à Paris, ou de vivre à Montréal, ou de vivre à Toronto, tu auras un coût qui est plus élevé. Donc, la première chose que tu vas te demander, c'est
quel est le coût de vie que je vais avoir quand je vais être à la retraite ou quand je vais arrêter de travailler. Faire le calcul, là, tu pourras définir combien il te faut. Ce que je pourrais te dire, c'est qu'actuellement au Québec, et là, on parle de grosse moyenne, hein, on parle de très, très grosse moyenne, un bâtiment de 5 logements, par exemple, va te rapporter à peu près 150 à 200 dollars par appartement net de cash flow. Ça, c'est un truc régulier. Moi, mon approche est beaucoup plus agressive. Je fais ce qu'on appelle l'optimisation agressive. Donc, moi, mes appartements rapportent à peu près entre 350 et 400 dollars par appartement. Donc, un bâtiment de 10 logements va me rapporter 4 000, excuse-moi. Donc, dès que je vais en avoir 25, bah, j'aurai 10 000. Bien sûr. Avec 10 000, moi, je vis largement. Et ça, c'est mon train de vie aujourd'hui. Mais j'ai d'autres ambitions qui font que j'ai continué bien après le 25 ans. Mais je dirais que le montant dont tu as besoin dépend fortement de toi, du niveau de vie que tu dois avoir quand tu seras à la retraite ou quand tu vas arrêter de travailler et des dépenses que tu auras à ce moment-là. Ok. Pour quelqu'un qui veut démarrer avec du multilogement, mais du petit multilogement, donc je pense que c'est par cette étape que tout le monde passe, tu conseilles un minimum de combien de cash flow par porte? Je suppose que quand tu parles de petit multilogement, tu fais référence Juste à... 3 plex, 4 plex, jusqu'à 5 plex. La réalité, c'est que si tu es sûr du petit multilogement, surtout si tu achètes à Montréal, ce que je te conseillerais de faire, tu n'auras pas forcément un bon cash flow. Tu n'auras pas forcément un bon cash flow, sauf si tu mets 20% de mise de fonds. À 5% de mise de fonds, tu n'auras pas forcément un cash flow. C'est pas ce qu'il faut viser, il faut viser autre chose. Non, justement, moi j'ai commencé comme ça, puis c'est ce que je conseille. Je fais ce que je dis ce que je fais. Je conseille à tout le monde de commencer par un petit multilogement, comme résidence principale par exemple, tu achètes un duplex, tu vis au rez-de-chaussée, tu loues le haut. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir profiter de la prise de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On va rentrer dans les chiffres. Moi, mon duplex, je l'ai acheté à 517 000. Aujourd'hui, il vaut un peu moins de 800 000. J'ai mis 50 000 dans les travaux sur les 2 niveaux qui ont été entièrement financés par la banque. La première année, j'ai généré 40 000 en termes de revenus sur le premier avec Airbnb. Donc, à la fin de la journée, ça m'a pratiquement rien coûté. Mais surtout, ce qui est excellent, c'est le gain de valeur. J'ai mis à peu près 25 000 de mise de fonds pour acheter un bien qui est passé de 500 à 800 en 4 ans. C'est énorme. Et je suis convaincu que le marché va continuer à augmenter. Et c'est pour ça que ce que je conseille fortement aux gens, c'est allez acheter vos résidences principales. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, allez acheter vos résidences principales. Puis derrière, vous allez vous en servir comme un levier pour refinancer et sortir cet argent-là pour acheter du plus gros. Et l'autre élément aussi, c'est que ce que j'ai constaté, donc on a fait beaucoup de demandes de prêts. Je dirais que juste sur les 6 derniers mois, j'ai fait une dizaine de demandes de prêts que tout était accepté. Quand tu dis demande de prêt, c'est demande de prêt privé ou... Les deux. Okay. Prêt privé, mais aussi les institutions bancaires. La grosse différence entre celles qui sont acceptées comme les miennes et celles qui ne sont pas acceptées que d'autres personnes, c'est le fait que chaque fois que c'est accepté, donc je le faisais soit à mon nom ou pour d'autres personnes que j'accompagnais dans le cadre de mes formations, c'est qu'elles avaient une résidence principale. Et ça rassure le banquier. De savoir que, tu sais, je te donne 100 000, et si tu ne les payes pas, c'est pas grave, j'irai saisir ta maison. Et je sais que ta maison, tu as 400 000 de dette dessus parce que tu l'as acheté à 500 000, mais derrière, elle vaut 800 000. Si je la vends, j'essaie de me faire un profit. Donc, derrière, la banque se dit, ouais, toi, je suis content de me prêter de l'argent. Et ce que j'aime souvent dire, c'est que quand tu prends un peu il y a un document que certaines banques te font remplir avant de te donner de l'argent, avant de faire des prêts, et c'est écrit dessus, valeur personnelle, valeur nette. Et c'est ça qu'elle veut voir. Est-ce que tu es capable de démontrer que tu vaux X milliers de dollars? Si aujourd'hui, on prend toutes tes dettes, on prend tous tes avoirs, la différence est fortement positive. Est-ce que c'est le cas? Oui, parfait. Là, elles vont sortir le chéquier. Donc moi, je recommande fortement aux gens, allez chercher une résidence principale, allez chercher un duplex ou un triplex, restez dans une unité, louez l'autre unité, et derrière, vous allez vous en servir pour le prochain investissement. Ok. Pour toi, à partir de combien de portes il est bon de donner la gestion à un gestionnaire? À partir de 1 porte. Ça dépend. Par exemple, moi je vis dans un duplex, donc je vis au rez-de-chaussée. En haut, c'est loué. Je n'ai pas besoin de faire gérer par un gestionnaire. Par contre, j'ai eu l'expérience parce que j'ai acheté un triplex et j'ai détesté ça. J'ai vraiment pas aimé. Je suis pas bon pour gérer les locataires. C'est juste pas ma force. Tu vois, à titre d'exemple, aujourd'hui, j'ai une locataire qui m'a appelé. Ouais, là, il y a le bac à poubelle, la vie n'est pas passée, ça fait 3 semaines. Pouvez-vous les appeler? Je dis, mais appelez la gestion. Ouais, j'ai appelé la gestion. La gestion a dit qu'il faut que je vous appelle. Je dis, mais pourquoi ils ont dit ça?
et j'ai créé la gestion, what the fuck, pourquoi vous me demandez de m'appeler? Si je vous paye, c'est pour une raison. Chacun son travail. Et je suis très content de ce gestionnaire, ça se passe très bien, mais j'ai pas envie de gérer ça. Parce que j'estime que, ma force n'est pas là. Puis c'est pas là où est-ce que je peux créer le plus de valeur. C'est pas en gérant les appels de locataires que je gère de la valeur. Je gère de la valeur en trouvant des deals. Je gère de la valeur en structurant des partenariats. Je gère de la valeur en transformant un bien. Tu passes ton temps ailleurs. Exactement. Donc je veux le placer là où c'est le plus rentable pour moi et c'est clairement pas dans gérer André Mathieu qui vient de se rendre compte que la poubelle n'avait pas été vidée depuis 3 semaines que je fais de la valeur. Donc pour moi, systématiquement, je mets en gestion. Et c'est aussi parce que j'investis beaucoup loin de chez moi. Pour moi, on ne doit pas être limité à une ville quand on veut investir. Moi, l'un de mes rêves, c'est de pouvoir investir un peu partout dans le monde. J'ai investi en France, j'ai investi en Afrique, j'ai investi ici. Récemment, je parlais avec un gars pour investir à Playa del Carmen. Moi, j'ai envie de multiplier un peu partout, d'avoir un peu... Il y en a qui veulent avoir des enfants dans tous les ports. Moi, je veux avoir des appartements dans tous les ports. C'est un peu ça mon trip. Et du coup, tu ne peux pas faire ça si tu gères toi-même. Donc, moi, je me structure dès le départ pour pouvoir faire gérer par du monde. Voilà. Donc, à partir de 2, il faut que tu fasses gérer. C'est bon. Bon, merci Uriel en tout cas. Et puis, on se voit bientôt. Parfait.